Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière sur le métier d'architecte paysagiste, ou en tout cas comment devenir architecte paysagiste, parce que c'est le terme exact. Ouais, le terme exact c'est architecte paysagiste DPLG, donc vous voyez c'est tout un programme. Alors c'est vrai que ça commence tout d'abord à partir d'un bac+2. Alors bon, moi pour ma part j'ai fait un BTS aménagement paysager, ce qui semble assez logique finalement. Je me disais que pour vouloir me diriger vers ce genre d'univers, ça paraissait plutôt, enfin, ça paraissait assez sensé, qu'à le dire, de m'orienter dans cette voie-là. Alors le BTS aménagement paysager, il m'a permis de découvrir un univers botanique compliqué, complexe, mais que je ne soupçonnais absolument pas, mais tout aussi passionnant, je vous rassure. Et finalement, il m'a conforté également dans le fait que je voulais vraiment tenter cette voie-là, ce métier-là. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai tenté le concours parce que oui, pour être architecte paysagiste, il faut intégrer une école, donc l'école de Versailles, où elle a plusieurs succursales. Elle a aussi celle de Marseille, de Lille, de Bordeaux également. Il y a aussi celle de Blois, mais c'est pas le même concours. Et c'est vrai que j'ai voulu tenter le concours un peu comme une espèce d'examen blanc. J'avais envie de me dire que il fallait que je sache à quoi ça ressemblait, ce que j'ai fait. Ça a été plus qu'un examen blanc, ça a été une espèce de coup de matraque derrière la tête parce que je me suis dit, ah ouais, d'accord, ouais. Oui, parce que c'était un film compliqué, complexe, qui m'ont présenté de façon un petit peu brouillon, des énormes cuves de pétrole, que des espèces de grosses machines déchiquetées, etc. Et après ça, c'était disserter là-dessus, qu'en avez-vous pensé? Donc, bon, évidemment, je n'ai pas eu le concours cette fois-ci, mais c'est pas grave, vraiment, comme je vous dis, c'était vraiment une idée de me mettre en immersion un maximum pour finalement me confronter à la réalité de ce qui allait m'attendre une fois que je serais préparée. Et c'est vrai qu'après, j'ai intégré une prépa. Donc, comme son nom l'indique, elle prépare donc, au concours. Alors, cette prépa, celle que j'ai trouvée en tout cas, elle était à Antibes, un lycée Vert d'Azur, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Et j'ai été prise sur dossier, très contente. Et c'est vrai que c'est à partir de cette école préparatoire que vraiment je me sentis prête. Je m'explique, en fait, en cette prépa, il y avait des professeurs passionnés, passionnants. Il y avait des professeurs très investis et surtout, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que mon regard était en train de s'affiner, de s'améliorer, de changer. Et en fait, je me suis vraiment aperçue que je ne serai plus jamais la même. Enfin, c'est un peu étrange de dire comme ça, mais je ne serai plus jamais la même en sortant de cette école préparatoire, de cette classe préparatoire. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça a été une ouverture sur le monde. Enfin, c'était partir tout en restant là. C'est un peu étrange, mais c'était vraiment quelque chose de. Je sais pas, j'ai senti finalement que c'est comme si le métier venait me happer, venait me piquer, et que cette espèce de capture interne, mentale, psychique, je sais pas, serait ad vitam aeternam. Enfin, c'est vrai que c'est. On dit comme ça, c'est un petit peu flou, et j'ai peut-être pas encore suffisamment réfléchi à ça, mais je pense que c'est vraiment cette école préparatoire, cette classe préparatoire, pardon, qui m'aura permis de faire un pont, mais vraiment un pont, hein, c'est pas un petit trait d'union, c'est un pont entre la personne que j'étais avant de rentrer dans cette classe et la personne que j'ai été après. Et c'est vrai que, voilà, se sont confirmés en moi de nombreux doutes et se sont révélés en moi de nouvelles envies et s'est affirmé également en moi comment dire, l'orientation de devenir architecte paysagiste DPLG. DPLG diplômé par le gouvernement, hein, comme de nombreux autres architectes. Donc c'est vrai que cette classe préparatoire m'a bien préparée, c'était une année intense, passionnante, diverse et variée. Est venu le jour du concours. Comment vous dire? Le stress était à son comble. Comme par hasard, vous allez rire ou pas d'ailleurs, le concours avait changé cette année-là. J'adore. Et donc c'était visite de site. Alors le principe, c'est qu'on a visité un site, donc là en l'occurrence c'était une petite gare en banlieue de Marseille. Après avoir visité ce site, on devait en classe, sur table, imaginer ce lieu. Donc là en l'occurrence en fête. Alors, ce qui m'a quelque part rassurée, c'est que moi je suis quelqu'un assez fêtard, assez positif, assez funky, etc. Donc je me suis dit, qui dit fête, dit ballon, couleurs, folie, nanana. Et je me suis mis à fond, donc c'est vrai que ça m'a permis à la fois de pouvoir retranscrire tout ce que j'avais appris en termes d'analyse de site, etc. au sein de ma classe préparatoire, mais aussi de mettre ma patte et de mettre vraiment, comment dirais-je, un petit peu de moi, même beaucoup de moi là-dedans,
Donc après, on utilisait un petit peu les techniques graphiques qu'on voulait, les matériaux qu'on voulait. Je crois que les collages n'étaient pas forcément très autorisés, je m'en rappelle plus bien. Et en fait, c'est la première épreuve. Et suite à cette première épreuve, ben là, comment tu allumes 50 bougies, tu fais 50 prières et tu croises tous les doigts que tu peux, en espérant d'être retenu pour l'étape 2, hein, voilà. Ce qui a été mon cas, et donc alors pour l'étape 2, il faut avoir lu 5 bouquins. Enfin, il fallait avoir lu 5 bouquins. Depuis, ça a peut-être un petit peu évolué, hein, l'épreuve, je vous avouerai que... je vous parle de ça, là, putain, ça me rajeunit pas du tout. C'était en 2007, hein, voilà. Donc, autant vous dire, c'était il y a une année-lumière, voilà. Et donc voilà, il faut avoir lu 5 bouquins et on était interrogé après à l'oral sur ces 5 bouquins. J'avais lu 4 à fond et le 5e, l'histoire de nos campagnes, un truc mais lourd, chiant, épais, en noir et blanc, sans images, oui, le cliché, mais l'horreur. Et je me suis dit, j'ai lu quelques passages, c'est bien sûr, je pioche le petit papier, l'histoire de nos campagnes. Ok, merci. Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, on y est. Et donc, en fait, l'extrait qui avait été choisi pour le concours, c'était en fait une situation, enfin, l'extrait d'une situation où en fait il était créé une autoroute au sein d'une campagne et donc du coup en fait les gens du hameau étaient reconnectés entre guillemets à la civilisation, à la grande ville qui était à côté. Et donc c'était pour mettre en avant en fait l'impact que pouvait avoir une grande infrastructure dans le paysage, tant en termes de mobilité que d'économie, etc. Et donc moi je me suis dit, comme tu n'as absolument pas lu ce livre et que tu es complètement à la ramasse sur le sujet, il faut que tu transposes cette espèce d'exemple qui est donné, l'image comme ça un peu de cette conquête du territoire, de campagne et ça, enfin bref, à quelque chose que tu connais. Donc là est venue l'idée de l'île de Ré où j'ai passé toutes mes vacances depuis que je suis dans le ventre de ma maman, parce qu'en fait l'île de Ré c'est une île, comme son nom l'indique, qui a été séparée du continent pendant plusieurs années et en 89, il y avait un bac donc, hein, et en 89 a été construit un pont et le pont a tout changé, a changé la façon de se rendre à l'île de Ré, la masse des touristes qui sont venus d'année en année, l'économie de l'île, etc. Et c'est vrai que j'ai rapidement transposé tout cet exemple donné du texte à une situation que je connaissais très très bien, parce que déjà je l'avais vécu, enfin pas en 89, parce qu'en 89 j'étais un peu jeune, mais parce qu'on me l'avait raconté, parce qu'ensuite après j'ai écouté des gens en parler, etc. Et puis j'ai aussi vécu les années d'après, donc vu aussi à quel point l'urbanisation s'est développée, l'économie a changé, les touristes sont arrivés en masse, etc. Et c'est vrai qu'en fait ça a plu. Je pense que la passion avec laquelle j'ai parlé du sujet, les connaissances que j'ai pu mettre en avant, et puis finalement l'enthousiasme aussi que j'ai eu ce jour-là, je sais pas, ont fait que quelques semaines plus tard, semaine d'attente atroce, je dois vous le confesser, quelques semaines plus tard, j'apprends que ça y est, je l'ai. Donc là, les larmes, la joie, ça y est, c'est parti. Et donc est partie la grande aventure à l'école du paysage de Marseille. Alors, il faut savoir qu'elle est jumelée avec celle de Versailles, donc j'avais un petit peu un pied dans chaque école. Donc la première année, elle est divisée en ateliers. Donc les ateliers, c'est quoi? C'est en fait 4 ateliers, donc sur des sujets à chaque fois assez différents, mais bon, c'est vrai que c'est un sujet... Alors, il y a un atelier sur la ville, un atelier sur la campagne, vous voyez, ça met vraiment en avant certains sujets de société actuels, d'occupation de l'espace, etc. Toujours encadré par des profs et des professionnels différents, mais passionnants, impliqués, pédagogues, enfin vraiment tous différents à leur façon, mais vraiment très très intéressants. Et ensuite, la deuxième année, assez similaire à la seconde, j'ai envie de vous dire, pas mal de points communs, divisés en ateliers également, des réflexions sur des sujets variés. Alors après, toujours des petites semaines un peu de césure, des semaines artistiques, des semaines de voyage, des semaines... Enfin vraiment... Pardon. Vraiment très intéressant. La troisième année, pas mal de similitudes aussi, mais là, tu te rends quand même compte que tu t'approches de la quatrième année et dernière année de ton cursus et que du coup, il va falloir que tu commences un petit peu à te poser les bonnes questions, à savoir vers où je vais m'orienter, comment je vais m'organiser, etc. Et la quatrième année, alors une année totalement différente parce que tu es très peu à l'école finalement, c'est en 2 parties. Première partie, une partie en groupe sur un sujet en fait qui est imposé, donc on a une liste, on choisit, on se met d'accord avec les camarades. Et deuxième partie, une partie plus personnelle avec un mémoire. Donc nous, notre groupe, on avait choisi la réouverture de la ligne de chemin de fer entre Avignon et Carpentras, donc un sujet essentiellement concentré au niveau du Vaucluse. Alors c'est vrai que c'était un sujet intéressant parce que on se rend pas compte à quel point une voie de chemin de fer, donc une circulation ferroviaire impacte à ce point le paysage, le territoire, tant dans l'occupation de l'espace
que dans finalement, voilà, dans tout ce qui vient s'y connecter, s'y ramifier. Vous voyez, tel une colonne vertébrale en fait. Et après, c'est qu'on a développé des façons d'analyser ça, de réouverture possible à l'époque. Voilà, on a essayé de mettre en place des outils graphiques, esthétiques, des collages, des choses qui ont fait que on a réussi à mettre en avant et à pointer du doigt des choses que, je sais pas, j'ai envie de dire le citoyen lambda ou l'utilisateur potentiel n'aurait pas forcément imaginé ou compris tout de suite. Je dis pas du tout ça avec prétention, mais j'ai envie de dire que forcément on a un regard et on a une façon d'analyser et de voir les choses qui sont différentes. Et c'est ce qui fait toute la richesse de la chose. Alors après, c'est vrai qu'on a présenté ça à la fois devant la région qui nous avait commandé ce sujet via l'école et devant l'école, et je trouve que nous avons vraiment eu un franc succès, et je trouve aussi que le travail qu'on a réalisé en groupe avec acharnement et passion a été largement récompensé, et j'étais assez fière de nous, fière de moi. Et après est arrivée la deuxième partie de la 4e année, donc avec un sujet différent, parce que c'est un sujet vraiment personnel. Alors je remercie mon père, parce que j'étais vraiment à la dèche complète d'un sujet qui pouvait à la fois passionner les gens et me passionner moi-même, et c'est vrai que mon père étant un grand féru de cimetière, alors dit comme ça c'est un peu étrange, mais c'est vrai que c'est un univers qui le fascine et qui me fascine également. Et j'ai choisi donc le cimetière comme sujet, mais avec la problématique du cimetière comme espace public potentiel dans la ville. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître assez étrange, mais je trouvais, et je trouve toujours que le cimetière c'est toujours un lieu qui est mis un petit peu à part. Alors il est mis à part parce que l'histoire elle l'explique, hein. Au début collé à l'église qui était dans le centre des villages ou des noyaux villageois, il a ensuite été écarté parce qu'on écartait la mort, et donc on repoussait au maximum ce lieu proche des limites de la ville, etc. Mais c'est vrai que, alors moi j'ai choisi, parce qu'il fallait vraiment un cas d'étude, donc je fais celui de le cimetière Saint-Éloi de La Rochelle. Alors vous avez vu, à La Rochelle, l'île de Ré, tout est connecté, mais c'est vrai que c'est un cimetière qui me plaisait parce qu'il ressemblait étrangement au cimetière parisien, une espèce de mini Père-Lachaise, un petit peu revisité, mais dans le genre, avec des grands notables qui avaient été enterrés, des grands armateurs, tout ça. Et puis il a une partie un petit peu ce qu'on appelle ancienne, le cimetière ancien, parce que envahi par la végétation, par les plantes, par des grands arbres, etc. Et je trouvais que c'était intéressant de se dire que finalement on pouvait amener une certaine perméabilité à ces murs, on pouvait finalement réouvrir ce lieu. Parce qu'étrangement le cimetière, même si c'est... Bon là je fais une petite digression, mais même si c'est un lieu de mort, c'est aussi un lieu de vie. C'est ce qui nous permet de nous reconnecter, ou de nous connecter à notre histoire, à notre famille, à nos ancêtres, et la mort faisant partie de la vie. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de cercle comme ça qui fait que, est-ce que c'est vraiment des lieux qu'on doit fermer, renfermer, et visiter une fois par an à la Toussaint avec un bouquet de chrysanthèmes, quoi. Enfin voilà, donc écoutez, voilà, c'est un sujet, comme vous l'aurez constaté, qui m'a beaucoup passionné, qui m'a beaucoup... Enfin, qui m'a donné envie vraiment de pousser les choses jusqu'au bout, qui m'a donné envie de présenter à la fois mes convictions, ma passion pour ce sujet, mais en même temps de mettre à profit et d'appliquer tout ce que j'avais appris pendant ces années d'études, et en même temps ce que j'avais pu observer, analyser, etc., etc. Bref. Et donc le 1er juillet 2011, Julie passe devant le jury. Alors jury qu'on choisit, ça c'est cool, donc on convoque des profs ou des intervenants qui nous ont plu, qu'on aime bien. Ils choisissent de répondre favorablement ou pas à ta demande. Et après le jour J, ils sont là. Et ils te jugent, et ils te ziotent, ils te scrutent, ils t'analysent. Et c'est vrai que voilà, ce jour-là, j'ai présenté mon sujet avec vraiment beaucoup d'engouement. Et puis, après délibération du jury, on m'a dit, ça y est, vous êtes architecte paysagiste et PLG. Alors je dois vous avouer que moi qui n'ai pas toujours eu une scolarité facile, à un moment donné, c'est un peu comme si on vous disait bah ça y est Julie, tu l'as fait, tu y es arrivé, tu l'as, ça y est. Donc beaucoup de fierté, c'est sûr, enfin voilà. Beaucoup de satisfaction personnelle, et après c'est parti dans l'aventure, c'est parti dans le grand bain vert, si je puis dire, et donc j'ai besoin de partir, étrangement, pas de fuir mais de partir. Donc je suis partie en Angleterre, déjà parce que j'ai envie d'améliorer mon anglais, parce que aussi la culture anglo-saxonne me paraissait assez intéressante. C'est vrai qu'eux quand même, au niveau jardin, ils sont pas beaucoup à nous apprendre non plus, hein, ils sont pas trop mal les anglais. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une immersion assez enrichissante. Et après, j'ai travaillé sur Paris, et là je me suis rendu compte sur Paris, parce que, en fait, ce que je voulais préciser, c'est que
Architecte paysagiste, il y a un petit peu de mouvement au sein de ce métier, si je puis dire. C'est soit tu es privé, soit tu es public. C'est-à-dire que soit tu fais des jardins, alors aucune honte à faire des jardins. Je vous rappelle que notre patron, le nôtre, faisait des jardins. Alors certes, il faisait des jardins pour la royauté, qui était donc le gouvernement de l'époque. Soit tu es paysagiste d'espace public, parce que c'est vrai que la tendance, c'est se mettre au vert. Les projets prennent de plus en... Enfin, les projets urbains, en tout cas, prennent de plus en plus compte finalement de nos avis, de l'avis d'experts du paysage ou d'experts de la nature. Enfin, il y a aussi bien sûr tout ce qui est attrait à l'écologie, l'agronomie, etc. Enfin bref, donc c'est vrai que du coup, ces deux mouvements, j'ai envie de vous dire, ils sont pas, bizarrement, ils sont pas très complémentaires, ils sont plutôt antagonistes, ils sont plutôt presque concurrents. Parce que c'est un peu comme si, alors que tu embrassais la carrière d'architecte paysagiste pour des jardins privés, ça t'empêchait par la suite de revenir dans l'espace public. C'est comme si en fait, tu avais choisi, je sais pas moi, presque un bord politique et que tu pouvais plus repasser de l'autre côté. Enfin, ça se dit très peu, c'est un peu tabou, mais je préfère le préciser parce que c'est vrai. Donc moi, au-delà de tout ça, je me suis dit que même s'il y avait quand même plus d'offres d'emploi dans tout ce qui était public, ce qui m'émerveillait, ce qui me passionnait, ce qui me donnait vraiment envie, c'était faire des jardins. Voilà, alors vous allez me dire pour une paysagiste, ah bah oui, logique, hein. Bah oui, bah, pas tant que ça, figurez-vous. Donc voilà, et donc en fait, après cette immersion parisienne, j'ai décidé de partir en Uruguay, donc d'abord pour des raisons personnelles, et rapidement parce que je me suis dit que partir, c'était une façon de mieux revenir après peut-être chez moi, et en tout cas d'en apprendre davantage, et je regrette absolument pas ce choix, parce que je vous le conseille à toutes et à tous d'ailleurs, parce que finalement, partir, connaître une autre culture, c'est très enrichissant. Déjà, j'ai appris une autre langue, donc l'espagnol, j'ai amélioré mes connaissances botaniques considérablement, et surtout, j'ai eu la chance d'avoir les rênes, de tenir les rênes de projets qu'on m'aurait pas confiés, enfin, en étant si jeune et si fraîchement diplômée en France. Ça, j'en suis intimement persuadée. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec le groupe Accor, donc avec le Sofitel de Montevideo, la capitale, mais aussi de travailler pour un collège international construit de A à Z, donc un établissement scolaire le plus important d'Uruguay, avec des financements de fous, avec un projet paysager imaginé à la base de malade, enfin, que j'ai eu la chance de mener seule, enfin moi avec mes équipes, donc vraiment top. Et c'est vrai que voilà, en Uruguay, j'ai créé la société Jules et les Jardins parce que déjà, je parlais pas un mot d'espagnol, un peu donc difficile pour travailler dans une société au début là-bas, et parce que aussi je me suis dit que finalement j'avais peut-être ma touche à apporter là-bas, ma façon de travailler, à présenter aux gens, à montrer, à exprimer. Ce que j'ai fait, et je pense que pas mal de gens se sont ralliés à ma cause, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des collaborateurs très intéressants, d'avoir des clients passionnants, passionnés, à l'écoute, voilà. Et donc vraiment, ça a été presque 4 années d'immersion complète et vraiment d'épanouissement professionnel et personnel. Et je dois vraiment vous avouer que je pense que c'est un métier où il faut enrichir ses connaissances en permanence, travailler son relationnel, bon, ça c'est évident, mais surtout toujours se maintenir, si vous voulez, connecté au monde végétal, à la terre, aux nouvelles techniques qui peuvent être mises en avant. Donc après, il ne faut pas hésiter à participer à des expos, à des salons, mais aussi participer à des concours, à remettre en question de façon assez perpétuelle et constante ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir. Vraiment pas hésiter à travailler en équipe également, c'est très très enrichissant. Je pense qu'on nous forme comme ça déjà à l'école et qu'il faut le maintenir tout au long après de sa vie professionnelle. Et donc pour terminer, je suis rentrée en France et après, en rentrant en France, je pense que c'est voilà, une autre remise en question qui s'est offerte à moi. Je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça peut-être, ou le fait que finalement on revient dans son pays qui est le sien, et donc du coup il faut réapprendre en fait à se réapproprier des choses qu'on a apprises ou qu'on a retenues ou qu'on a vécues pour ensuite après les utiliser à bon escient sur place dans son pays d'origine. Enfin, voilà. Alors je ne dis pas que c'est un retour définitif, peut-être qu'il y aura un prochain départ, j'en sais rien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce métier, c'est un métier de passion, c'est un métier d'investissement constant, permanent. C'est un métier, c'est une vocation, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, sachez que si c'est une voie que vous empruntez, si c'est un chemin que vous embrassez, c'est, comment dirais-je, c'est vraiment, c'est que du... Comme on dit, hein, c'est que du bonheur. Non, pardon. Non, c'est bon, c'est un plaisir de tous les instants, c'est la sensation de jamais être en train de travailler alors qu'on travaille de façon acharnée, c'est
je sais pas, le fait de se dire qu'on n'est jamais... en fait, c'est comme si on n'était jamais en train de travailler alors qu'on travaille tout le temps. Et en fait, le cerveau peut jamais faire de pause. Enfin, quand on... Je sais pas, imaginez, se balader dans un parc pour un architecte paysagiste, c'est tout sauf... tiens, je déconnecte et je pense à autre chose. Bah non, on est entouré de nature, on est entouré de plantations nouvelles. Voilà, et puis même, j'ai envie de vous dire, même moi au quotidien, enfin, je m'entoure de plantes, j'en ai besoin, c'est mon oxygène, mais plus qu'au sens premier, c'est vraiment essentiel. Et je pense que le vert, bien que ça ne soit pas ma couleur préférée, c'est ma couleur vitale. Je terminerai sur ces mots-là. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous en avez, sur les écoles, sur plus de détails, de parties que je n'aurais pas forcément assez développées, en barre d'infos, en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et en avant à la prochaine vidéo. Ciao!